Pourquoi moi? Pourquoi ai-je été l'unique survivant? Aurait-il eu pitié de moi? En serait-il au moins capable? Il hante mes pensées jour et nuit. Endormi, je cauchemarde. Éveillé, je broie du noir. Yann, mon compagnon de cours, me demande de le rejoindre à l'université. Elle se trouve dans mon secteur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons déménagé il y a 2 ans. Cependant, je n'ai ni l'envie ni le courage de sortir de chez moi. Mon père, paranoïaque par des formations professionnelles, me voulait au plus proche de mon lieu d'études, quitte à s'éloigner de celui de son travail, plus au nord, dans le secteur principal. Il ne devait pas penser que le danger surviendrait dans l'université même. Je garde encore secrète l'entrevue avec l'androïde. Lui ne remet pas en question la cohérence de mon témoignage, en tout cas pas devant moi. Pourtant, 1 semaine après l'incident, il me demande de le suivre à la tour de la haine. Il m'a fait savoir qu'après avoir exploré toutes les pistes possibles et imaginables, il avait conclu que les érudits n'étaient pas à l'origine des actes du démon. Les méthodes et les motifs ne correspondraient pas. Est-ce qu'il réutilise la programmation de Ghislain pour brouiller les pistes? Le cas échéant, dois-je comprendre que mon plus proche ami était capable d'orchestrer des meurtres en série? Ce genre de questions me provoque des nausées. Je refuse de le considérer comme un meurtrier. Il était surdoué, assez pour passer pour fou, mais pour se retrouver avec de telles accusations, il a forcément été manipulé. Toujours d'après mon père, la haine ignore qu'il s'agissait d'un seul androïde. Elle estime leur nombre entre 5 et 10. Je sais qu'il me revient de les éclairer, mais la peur m'en empêche. Que penseront-ils si je change ma version des faits maintenant? Et puis, cet androïde me fascine. Combien ont eu la chance de contempler un tel chef-d'œuvre d'aussi près? À lui seul, il est un bond dans le temps de plusieurs décennies. Tu es prêt, Thomas? Zintara nous attend. Mon père me sort de mes pensées. En oubliant notre destination, je peux au moins me réjouir d'une chose. C'est une des rares occasions que j'ai de monter dans sa voiture de fonction. Je descends au rez-de-chaussée et contourne la piscine intérieure jusqu'au vestibule, où j'enfile les chaussures en hâte. Il m'attend dans l'ascenseur qui fait office de porte d'entrée. Celui-ci nous amène directement au parking, une 30aine d'étages sous l'appartement. Le bolide est un modèle de luxe, pour ainsi dire sa limousine personnelle. La carrosserie, noire et étincelante, résiste aux balles, de même pour les vitres teintées. Quand Xintao, le chauffeur, allume le moteur, ses électroaimants la font léviter quelques centimètres au-dessus de la chaussée d'acier. La porte arrière s'ouvre d'elle-même, une passerelle se déploie pour que nous y accédions. L'habitacle prend des allures de salon. Une banquette encercle une table basse tandis que le buffet à alcool prend place à l'arrière. Des haut-parleurs sont encastrés dans le toit de part et d'autre de 2 néons parallèles. Entre eux, une sphère de connexion est attachée à l'envers. Lorsqu'on l'active, 2 tiges horizontales s'extraient de son centre, puis se plient pour former un cadre. Un liquide sourd d'un orifice central et s'écoule tout leur long, créant une membrane similaire à une bulle de savon qui s'étire. L'image est ensuite projetée dessus. Nous nous installons. Mon père pourrait conduire, mais avoir un chauffeur fait de lui un homme riche dans l'esprit des gens, ce qu'il est de toute manière. Puissant aussi, et donc, pour les mêmes personnes, d'ores et déjà enclin à remplacer Hector Nova. Cette promotion l'obsède depuis des années. Avec un peu de recul, je lui distingue 2 facettes. La plus connue est celle de l'homme populaire, persévérant, efficace, avenant, voire séducteur. La seconde est plus privée, seulement connue de sa femme et de son fils. Un homme épuisé, sans cesse préoccupé par ses ennemis et par l'image que les médias relaient de lui. Le voir ainsi me rend triste, car je sais ce qu'il désire mais ne peut lui obtenir, ni même l'y aider. Tout laisse à penser que son supplice touche à sa fin. Avec l'importance que prend cette affaire, pour la première fois, Hector Nova fait travailler ses 2 enquêteurs en chef main dans la main. Il ne fait aucun doute que celui qui la résoudra sera promu directeur de la haine. Numéris, année 1193. Dans les anciens calendriers, personne ne sait vraiment. L'événement auquel nous nous référons, notre an 0, a fait disparaître une grande partie de notre mémoire écrite, et surtout une grande partie de l'humanité. Nous l'appelons le Grand Bleu, ou, à plus forte raison, l'Apocalypse. Les océans sont montés à un niveau que les scientifiques ne sont jamais parvenus à expliquer. Les villes ont été englouties,
contraignant les survivants à se réfugier sur les sommets. Après plusieurs années, ils refluèrent, et de nouveaux foyers furent bâtis, les 5 mégalopoles. La première, Logosme, occupe le continent australien, terre d'origine de son premier maire, Edgar Maelka. L'on redonna ensuite une âme au vieux continent, dont l'activité avait perduré même pendant le Grand Bleu, que ce soit sur terre ou sous l'eau, avec Numéris. Puis, l'on construisit Tripalium au Groenland, unique parcelle de terre sauvée des eaux par un mur gigantesque encore debout aujourd'hui, érigé grâce aux efforts conjugués des anciens pays. Cela évitait la construction d'un nouveau barrage le long de ses côtes, comme il en a été le cas pour Logosme et Numéris. Le coût en ressources de ces ouvrages nous poussa même à en préférer le relief naturel de l'Antarctique pour Artemia et de la chaîne des volcans d'Hawaï pour l'archipel, la plus récente. Nous habitons sur l'ancien tracé de la frontière franco-espagnole. Le secteur principal de Numéris repose sur les fondations de la légendaire ville de Paris. Je m'amuse de penser qu'à cette époque, l'on usait d'engins volants pour parcourir de telles distances. Aujourd'hui, nos bolides dépassent aisément le mur du son sur les rampes intersecteurs. Ces routes effleurent la ville en s'appuyant sur les sommets des gratte-ciel. Elles offrent un paysage magnifique en contrebas. Les constructions, trop denses et trop hautes pour voir la terre ferme, créent un relief purement artificiel dont les moindres détails sont lissés par la vitesse. Les façades se mêlent les unes aux autres jusqu'à former des canyons sans fond. Sur leurs parois, les reflets s'étirent en lignes de lumière qui se croisent et se chevauchent. Penché à la fenêtre, j'échappe au regard insistant de mon père. Il attend que je lui donne la raison de ma convocation dans ses bureaux. Je l'aurais fait depuis le début si je la connaissais. Il a reçu un coup de téléphone ce matin. À sa manière de répondre, j'ai deviné qu'Éric Telvy se trouvait au bout du fil. Je pensais être demandé en tant qu'unique témoin de la scène, à tort. Il n'a pas donné de détails, ce qui inquiète mon père, et moi tout autant. Nous ralentissons pour descendre dans le secteur principal. Les tours que nous effleurions nous dominent désormais. L'horizon se ferme sur 360 degrés. La ville se transforme en un labyrinthe dans lequel même la lumière peine à trouver son chemin. Elle est aidée par des matériaux clairs et propres, ainsi que d'immenses miroirs installés sur les toits, afin de se refléter jusque dans les plus bas étages. Bien que Numéris ait la densité la plus élevée des 5 mégalopoles, elle évite l'impression d'écrasement grâce à de larges boulevards. Lorsqu'on les arpente, voir ou non le ciel n'a plus d'importance, la fascination prend le dessus. Il suffit de lever la tête pour contempler des milliers de fenêtres qui abritent successivement bureaux, logements et commerces. Les couloirs entre les étages font office de rues piétonnes. Des extraits nous en sont offerts par les passerelles élancées au-dessus du vide qui relient les gratte-ciel les uns aux autres. Ils sont le lieu d'une activité constante, de jour comme de nuit. S'y balader après le coucher du soleil est gage d'émerveillement. L'on s'ébahit des enseignes holographiques, des vitrines qui s'étendent à perte de vue et, à l'extérieur, des hautes façades illuminées par le nombre infini de foyers qui s'y appuient, murs omniprésents témoins de la grande famille qui a apprivoisé l'ancienne Europe de la terre jusqu'au ciel. Dans cette jungle d'acier, certains édifices privilégient l'utilité à l'esthétique, d'autres, en revanche, sont de véritables œuvres d'art. Parmi elles, les plus impressionnantes sont certainement les colosses de verre, un homme et une femme se faisant face d'environ 1800 mètres de haut. Comme leur nom l'indique, ils sont faits de verre dont les nuances de teinte représentent les vêtements. En voyant quelques personnes entrer par les chaussures, j'imagine avec fascination leur bureau au niveau des genoux ou, pour les plus hauts perchés, des épaules. Il est même possible de pénétrer directement dans les étages supérieurs grâce aux routes qui jaillissent des poches et des oreilles. Pour ceux désirant passer de l'un à l'autre, un chemin est aménagé sur leurs bras droits tendus, reliés par une passerelle au niveau de leurs index. Des milliers de ponts permettent de visiter Numéris sans jamais toucher le sol, mais celui-ci en est le plus élevé. Les jours couverts, ses usagers ont l'assurance d'avoir à traverser les nuages pour le franchir. La plupart des constructions adjacentes sont banales. Je passe de l'une à l'autre sans y prêter attention. Seule la tour de transmission des chaînes radio et télévisées se démarque du lot. De petite taille, elle est totalement recouverte d'antennes que le vent fait osciller et le soleil scintiller en 1000 endroits. Quelque chose d'indiscernable les transforme en terrain de jeu, se balançant de l'une à l'autre pour atteindre le sommet. Le bolide s'en approche, je plisse les yeux. Je perçois les plis d'une cape noire. Non, ce n'est pas une cape, c'est un manteau ouvert. Celui qui le porte brille d'ailleurs tout autant que les branches métalliques, et sa tête se repère par une infime lumière bleue. Proxy, que fait-il ici? La peur aux tripes, je m'enferme dans un silence qui sublime ses mouvements. Je ressens la même fascination que dans l'amphithéâtre. J'admire son agilité, sa rapidité, sa grâce.
L'espace d'une seconde, il s'immobilise en équilibre sur une antenne, puis se tourne vers la circulation. Parmi les dizaines de véhicules, il choisit le nôtre. Nos regards se croisent, mon sang se glace. Il est là pour moi. Thomas, Je me retourne vers mon père, presque en sursaut. Il demande. ça va? Oui, un peu nerveux, c'est tout. Tu es témoin, pas suspect. Je sais, ça va aller, t'inquiète pas. Je devrais me préoccuper des questions qui m'attendent, mais cherche les réponses à celles que je me pose moi-même. Suis-je vraiment l'unique raison pour que l'androïde s'éloigne autant du lieu de ses crimes? Mon statut de témoin, justement, me met-il en danger? Regrette-t-il de m'avoir laissé la vie sauve maintenant que l'on s'emploie à me faire parler? Je regarde par la fenêtre pour l'admirer de nouveau. Notre route nous amène déjà devant la tour de la haine. Elle évoque 4 cubes de plus en plus petits, empilés les uns sur les autres. L'emblème des autorités est sculpté sur certains de leurs angles, un A fondu dans le coin supérieur d'un N, tandis que celui de Numéris occupe les faces et l'arche qui surplombent les marches de l'entrée. Il consiste en un œil dont le contour est représenté par un 0 allongé, la pupille par un autre debout, et la rétine par un 1 inscrit à ce dernier. Xintao nous dépose devant l'escalier. Nous le gravissons dans l'ombre du géant, puis passons les portes. L'intérieur se veut moderne, voire avant-gardiste. Le rez-de-chaussée est un vaste espace dont les bureaux délimitent les allées. Eux-mêmes sont surmontés par des écrans de terminaux invisibles qui ne se devinent que par le texte qu'ils affichent. Les rares murs sont lisses comme du marbre. Même les employés qui s'activent en tous sens, soit en parlant dans leur communicateur logé dans l'oreille, soit les yeux rivés sur une sphère de connexion tenue dans la main, soit les deux, portent sur leur uniforme le style épuré de la haine. Mises à part les chaussures noires, il est d'un bleu smalt avec l'emblème, discret, d'un gris clair brillant sur le côté droit du torse. Le grade est plus expressément indiqué par des lignes dorées sur le flanc gauche, descendant de l'épaule jusqu'à la cheville. Une seule en pointillé représente le plus bas. Elle est ensuite remplie, puis une seconde, elle aussi discontinue avant d'être pleine, accompagne les promotions, puis une troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une bande de plusieurs centimètres d'épaisseur. Pour 2 hommes, celle-ci est enfin agrémentée de l'œil de Numéris. L'un d'eux à avoir cet honneur me guide à travers les couloirs. Je ne le vois jamais avec son uniforme, excepté aux informations. Cela m'impressionne encore plus que je ne pourrais l'être en ces circonstances. Ses collègues se retournent, étonnés de voir leur supérieur en si jeune compagnie. Par miracle, les médias ignorent encore le rôle que je tiens dans cette affaire. La raison de ma venue est donc inconnue de tous, et j'aurais détesté qu'il en soit autrement. L'intérêt que les gens portent à ce qu'ils voient dans les nouvelles me répugne d'autant plus qu'il est dénué de sens. Quand se rendront-ils compte que ce que l'on nous dit est bien moins pertinent que ce que l'on nous cache? C'est l'un des reproches que je fais le plus souvent à mon père. Lui qui répond au devoir de combattre le plus grand fléau de notre mégalopole, il invente sans cesse de faux coupables lorsqu'il s'adresse aux caméras. Pourquoi cache-t-il l'existence des érudits? Au contraire, il faudrait la crier sur les toits, éclairer la population, faire en sorte de leur enlever tout coin d'ombre pour que la corruption et les assassinats mafieux éclatent au grand jour. Quand maman et moi l'interrogeons à ce sujet, il répond que les preuves manquent, qu'au pire, il serait accusé de paranoïa, qu'au mieux, il provoquerait l'affolement général. Sous l'influence d'Hector Nova, il craint d'envenimer la situation, d'avoir à rendre des comptes alors qu'en l'état, personne ne possède les moyens de les faire péricliter, ni même d'estimer la réelle menace qu'ils représentent. Nos pas nous amènent à un élévateur, sorte d'ascenseur immense qui, comme dans toutes les tours, dessert chaque centaine d'étages. Dans les hauts édifices de travail comme celui-ci, la plupart des usagers en profitent pour prendre leur pause café au bar embarqué. D'autres s'assoient simplement dans de confortables sièges devant des écrans de télévision, se font masser par des androïdes spécialisés ou se défoulent devant des bornes de jeu. Moins de 10 minutes nous sont nécessaires pour atteindre le milieu du 4e et dernier cube, soit le 400e étage. Nous empruntons ensuite un ascenseur plus conventionnel pour monter de 10 autres niveaux. Les uniformes que nous croisons portent de plus en plus de dorés. Dans les couloirs, les caméras se multiplient, les portes s'épaississent et les codes se rallongent pour protéger les dossiers les plus confidentiels. Il faut même se soumettre à un scanner rétinien pour que les appartements d'Eric Telvy se dévoilent enfin. Ils sont vastes, comme ceux de mon père. Chaque objet y est soigneusement rangé à sa place. Aucune étagère n'encombre les murs.
Les rares artifices se réduisent à des répliques alignées sur un bureau, allant du globe terrestre holographique à une main métallique aux articulations complexes et dénudées. La seule vraie décoration consiste en de nombreux diplômes qui côtoient une farandole de médailles sur le mur du fond. L'éclairage tient en partie des luminaires incrustés au plafond, en partie de la baie vitrée qui donne sur Numéris. À cette altitude, beaucoup d'édifices de la même taille, sinon plus hauts, bloquent encore l'horizon. Il profite cependant d'une vue plongeante sur le secteur principal, sur ces longues files de bolides en sustentation qui plongent dans ses entrailles et sur ces passerelles investies de piétons entre les tours, à tous les niveaux de la ville. Enfin, sur le mur face à l'entrée, une grande vitre donne sur une pièce plus étroite, à laquelle on accède par la porte qui se dessine à côté. J'y aperçois une femme assise de dos. Elle attend que son interlocuteur vienne occuper la chaise vide en face d'elle. Le maître des lieux nous salue en même temps qu'il pose ses lunettes sur son bureau. Salut Franck. Bonjour Thomas. Sous ses cheveux blonds et bouclés, ses traits trahissent un esprit vif et acéré. S'y ajoute, sous le même uniforme que celui de mon père, un corps de taille moyenne mais bien bâti, ce qui lui vaut certainement son assurance aussi notoire que son illustre carrière. Homme de terrain depuis son plus jeune âge, il commença par voyager aux quatre coins du monde au sein de l'armée des Cinq. Il s'installa ensuite à Numéris, où il persévéra dans la voie militaire, mais sous le comte de la Haine. Il en rejoignit la force d'intervention aérienne surnommée la Bande du Faucon. Après 7 ans, il en devint le chef, puis, la quarantaine approchant, il fréquenta de plus en plus les bureaux et de moins en moins les armes. Son efficacité dans ses nouvelles fonctions tapa dans l'œil d'Hector Nova qui lui confia rapidement d'importants dossiers. Il les traita avec brio jusqu'à s'octroyer le grade d'enquêteur en chef en quelques années. Il a beau avoir un curriculum vitae impressionnant, de ceux qui apprennent à gérer n'importe quelle situation, il est en ce moment même plongé dans un profond malaise. Je crois deviner pourquoi. Il vient de convoquer le fils de son ami à ce qui m'a tout l'air d'être un interrogatoire. Gêné, il déclare avec des phrases courtes, sans chercher à se justifier. L'inspectrice dans la salle à côté de la police de votre secteur, elle s'appelle Zachary Handel. Elle dit t'avoir déjà rencontré. Elle voudrait simplement te poser quelques questions. On vous écoutera parler. T'en fais pas. Franck et moi savons déjà que tu n'as rien à te reprocher. Réponds juste aux questions et tout se passera bien. Mon père me lance un regard rassurant. Je prends mon courage à deux mains et passe de l'autre côté de la vitre. Pour la deuxième fois de la journée, un lourd silence s'installe. Sans y être invité, je m'assois sur la chaise devant mon interrogatrice et fais face à la vitre qui, depuis cette pièce, renvoie notre reflet. Zachary Handel. Qu'est-ce qu'elle fait là? Si elle voulait m'interroger au sujet de la mort de Ghislain, elle aurait pu le faire au secteur HB64. La seule raison de m'avoir amené dans les locaux de la Haine est que cela concerne aussi le drame de l'amphithéâtre. Elle a donc trouvé un lien entre les deux. Bonjour. Désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici. C'est pour de bonnes raisons, rassurez-vous. Ou inquiétez-vous. Je crois que par votre silence à l'amphithéâtre, vous avez pris soin de nous dissimuler certaines choses. Nous dissimuler? Vous êtes parti dès que vous avez pu. Le peu de questions que vous m'avez posées, j'y ai répondu. En effet, mais je ne pouvais pas savoir que l'enquêteur qui arriverait serait aussi peu objectif avec vous. Mon père a fait son travail. Le témoignage a été enregistré. Vous pouvez l'écouter. Justement, c'est fait. Excusez-moi, mais vous vous occupez de quelle enquête exactement? C'est moi qui pose les questions. Pardon? Quand est-ce que vous avez parlé au meurtrier de Ghislain Ryan? C'est lui qui vous a épargné la semaine dernière. Pas la peine de nier? Je nie pas. J'ai rien vu. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il m'a épargné. Vous voulez que je m'excuse d'être toujours en vie? Excusez-moi. Elle est donc venue pour me faire cracher ce que je sais du coupable. Je pourrais au moins lui dire que l'androïde répondait de Ghislain. Cependant, si je dois faire part de son lien avec Proxy ou de mon entrevue avec lui, ce ne sera pas à elle. Je garde le silence. Elle change d'angle d'attaque. Plusieurs étudiants m'ont confirmé que vous étiez très proche de lui. Il paraît qu'il ne parlait presque pas les jours qui ont précédé sa mort. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dit aux autres? Non, rien. Il avait un comportement inhabituel pourtant. Vous confirmez? Oui, je crois. Vous croyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui se passe depuis une semaine est inhabituel. Comment vous voulez que je sache s'il l'était plus que le reste? Mais vous étiez la dernière personne à qui il parlait. Vous confirmez ça? Oui. Il n'avait pas l'air particulièrement craintif ou effrayé, comme s'il était suivi? Paranoïaque, vous voulez dire? J'ai mis un peu trop d'ironie dans ma voix. Elle se lève en un éclair et frappe du poing sur la table. Je sursaute sur ma chaise. Ne jouez pas à ça avec moi. Ne vous croyez pas protégé parce que votre père se trouve derrière la vitre. Vous êtes le seul encore en vie à s'être trouvé en présence de son meurtrier. Ghislain se sentait en danger avant sa mort, et je veux savoir pourquoi. Comment je pourrais vous le dire?
Et comment je l'aurais reconnu? Aux dernières nouvelles, ils étaient plusieurs androïdes dans l'amphithéâtre. Non, il était seul, et vous le savez. Le directeur de l'université m'a remis les enregistrements des présences au cours. La liste recense exactement 43 noms. 42 victimes ont été retrouvées, y compris vous. Le 43e était forcément le coupable, puisqu'il est entré avec le nom de Ghislain Ryan. Elle en sait plus que je ne le souhaiterais. Jusqu'à quel point vais-je pouvoir sauver la mémoire de mon ami ou garder secret les 2 mots susurrés par son androïde si proche de la perfection? Elle insiste. Des dizaines de vies ont été perdues, et d'autres sont peut-être encore en danger. Votre ami est mort, il est grand temps d'arrêter de le protéger. Qui l'a tué? Et pourquoi? Dans quoi est-ce qu'il trempait? Dos au mur, je laisse le regard se perdre sur la vitre derrière elle. J'aimerais plus que tout y voir le regard de mon père. À la place, je dois me contenter du reflet de la baie vitrée dans mon dos et du panorama qu'elle offre sur Numéris, beau, certes, mais pas du moindre réconfort. Les gouttes de sueur perlent sur mon visage, mes mains deviennent moites. Je me sens seul comme rarement auparavant. Tout à coup, la baie vitrée explose. Des morceaux de verre traversent la pièce et des bourrasques assourdissantes s'y engouffrent. Zachary Handel crie. La surprise m'en empêche. Nous nous jetons au sol. Je me retourne pour voir Proxy apparaître au-dessus de moi. Ses tentacules sortent de sous son manteau noir. Je m'immobilise, tétanisé. Il les enroule autour de la table, puis la balance contre la porte. Il se dirige ensuite vers l'inspectrice. Toujours à terre, elle use des pieds et des mains pour reculer dans un angle. Il avance, inébranlable, jusqu'à poser une main sur elle. Elle le laisse refermer ses doigts métalliques autour de son crâne, pétrifié par la peur. Des étincelles du même bleu que son œil de cyclope en jaillissent. Il prononce de sa voix juvénile. Vous lui faites peur. Oubliez tout. Oubliez. Le dernier mot est prononcé avec une telle violence que mon cœur fait un bond. Il la laisse inerte et se retourne vers moi. Malgré son visage sans expression, je jurerais qu'il essaye de me dire quelque chose. J'ouvre la bouche pour lui parler, mais il s'enfuit déjà par la baie vitrée. Au même moment, mon père enfonce enfin la porte. Telvi hurle derrière lui, Faut pas qu'il s'échappe. tandis que Handel demande, comme si elle se réveillait d'une longue nuit. Où est-ce qu'on est? Mon père et moi la regardons, ahuris. La pauvre femme vient visiblement de perdre une partie de sa mémoire. Elle ne reconnaît ni les lieux, ni moi. L'objet de son enquête vient de la réduire à néant. Pire, au silence.